Bonjour, Monsieur le ministre Choguel, c'est Monsieur Kamara Fousseni de Paris. Alors, ma question est la suivante. Comment faire échec à l'application de cet accord de capitulation d'Alger? J'ai une autre petite question subsidiaire. Comment expliquer que de farouches adversaires de l'accord prennent maintenant leur bâton de pèlerin pour défendre ceux qui l'ont combattu hier? Voilà, ça m'intrigue beaucoup. Je vous remercie. Bonjour. Alors, je viens d'écouter votre question. Bonsoir. Je vais faire l'effort de répondre à la question de Fousseni Kamara. En réalité, concernant l'accord issu du processus d'Alger, l'accord dit de réconciliation issu du processus d'Alger, je crois qu'il y a trois approches que les Maliens ont eues. Vous avez une grande majorité des Maliens qui a rejeté l'accord dès le départ. Certains, sans même savoir ce qu'il y a là-dedans, la façon dont il a été négocié, les a convaincus qu'il est mauvais. D'autres, après avoir pris connaissance du contenu de l'accord, l'ont rejeté. Ça, c'est la grande majorité. Vous avez une partie de l'opinion, et notamment les autorités et une partie de l'opinion publique, qui estiment qu'un accord négocié dans les circonstances qui étaient celles du Mali en 2014, c'est un accord en réalité qui a été négocié en position de faiblesse. Parce que n'oublions pas que c'est parce que l'État a failli, c'est parce que l'État est tombé, c'est parce que nous avons perdu pratiquement notre souveraineté que nous sommes allés dans ces négociations. Et ces genres de négociations, quand on y va, il faut être réaliste. On n'y va pas pour avoir tout ce qu'on veut. On va pour chercher des compromis. Il appartient maintenant aux dirigeants, une fois que l'accord est signé, de l'appliquer de façon intelligente et dynamique, de manière à pouvoir résoudre les problèmes pour lesquels il a été signé. Ça, c'est donc une partie des Maliens. Et puis, il y a une autre partie infime des Maliens, qui dit que l'accord est bien. Certains ne cherchent même pas à comprendre. Ils disent que l'accord est bon, il faut le soutenir, il faut l'appliquer. Ça, c'est un peu la version du pouvoir et de ceux qui sont d'accord avec sa version. Alors donc, cet accord, il faut dire qu'on ne peut pas l'appliquer en réalité tel qu'il a été signé. C'est pour cela d'ailleurs que vous remarquez que depuis 2014, on n'avance pas. Parce qu'en réalité, il y a des dispositions qui sont inapplicables. Mais il a été fait sous la pression de la communauté internationale, sans qu'au niveau du Mali, il y ait une véritable préparation, une véritable appropriation. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire qu'il faut refuser l'accord ou il faut l'appliquer. Je pense qu'il faut que les Maliens s'arrêtent et se réinterroger. Et c'est pour cela que j'ai dit récemment qu'après 4 ans d'application de l'accord, qui était prévu seulement pour 2 ans, il est besoin de le renégocier. Ce qui n'est pas applicable, qu'on se dise la vérité, qu'on ne peut pas l'appliquer. Et ce qui est applicable, qu'on puisse le faire. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas se mettre en dehors de tout processus d'accord. Parce que il y a beaucoup qui disent qu'il ne fallait même pas le signer. Mais s'il ne fallait pas le signer, qu'est-ce qu'on faisait? Parce qu'il n'y avait pas d'État. Il n'y a pas d'État. Ça, c'est une réalité que les gens doivent savoir. C'était soit le pays était laissé être occupé encore, ou bien on fait ce compromis à partir duquel on fait un travail intelligent et de bonne gouvernance pour s'en sortir. C'est ce qui n'a pas été fait. Concernant les cadres qui ont battu le pavé et qui ont critiqué pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord, on a compris tout simplement récemment qu'en réalité, tous ces gens n'avaient aucune conviction. C'est parce qu'ils n'étaient pas dans les institutions. Ils faisaient tout ce bruit-là pour avoir des postes de ministres. C'est ce qu'on a compris. Parce qu'on a pris ceux qui étaient à la tête de la contestation et de l'accord et de la révision constitutionnelle, les deux figures de proue. C'est eux qui sont chargés aujourd'hui, un, de faire la promotion de l'accord auprès de la communauté internationale et l'autre auprès des Maliens. Donc ça montre simplement l'incohérence d'une bonne partie de la classe politique malienne. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il ne s'agit pas de critiquer un pouvoir pour être l'incarnation de ce qu'on critique. Et ça, c'est une spécialité un peu d'une bonne partie de la classe politique malienne, de tout le temps d'ailleurs.
Ça fait partie des raisons pour lesquelles moi j'ai toujours été opposé à beaucoup, qui disaient en son temps on s'était battu contre la dictature, on a fait ceci, cela, alors qu'en vérité ce n'est pas vrai. Quelqu'un par exemple qui a milité dans les partis communistes clandestins dans les années 60-70, s'ils avaient eu le pouvoir, ils allaient appliquer la dictature du prolétariat. Mais tous ces gens se sont retrouvés après 83 pour dire qu'ils se battaient de tout temps pour la démocratie. Un véritable démocrate, c'est lorsqu'il a le pouvoir ou passe à des questions existentielles de la vie de la nation, quel est son comportement. Donc on a vu qu'il y a des gens au Mali qui en réalité tout leur combat s'est résumé à avoir des postes politiques. Ils l'ont eu, ils ont changé d'avis. C'est tout ce que je peux dire concernant ces gens-là. C'est pourquoi ils n'ont aucune crédibilité auprès de l'opinion publique aujourd'hui. J'attends la question suivante. Merci bien. Rebonsoir, c'est encore Monsieur Camara de Paris. Je reviens avec encore avec une question qui est la suivante. En fait, il y a une question qui me taraude depuis longtemps. C'est le comportement fataliste des Maliens face à la situation actuelle du Mali. Ben, quand on discute même avec certains jeunes, on a l'impression que ils s'en fichent un petit peu de ce qui se passe au nord. Or que le pays, nous, on est un pays occupé, sous tutelle, mais malgré tout ça, on a l'impression que les Maliens, ils s'en fichent, quoi. La plupart, hein. La plupart des jeunes, ils s'en fichent éperdument, quoi. Voilà, ça c'était ma question. Comment vous l'expliquez? Voilà, merci Monsieur le ministre. En réalité, vous avez parfaitement raison. Vous savez, dans notre pays, depuis près de 30 ans maintenant, il y a eu un processus de dépersonnalisation d'une bonne partie de la société, particulièrement la jeunesse. La jeunesse a été utilisée par certains dans leur combat pour s'emparer du pouvoir. Mais une fois qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont fait exactement le contraire de tout ce qu'ils ont prôné. Le premier indicateur, c'est la désorganisation, le démantèlement de l'école. À partir de là, quand vous introduisez à l'école la corruption, les détournements, les vols, les notes vendues, les diplômes vendus, des gens comme ça sortent, ils viennent dans l'administration, avec des places vendues, les promotions qui ne se font pas au mérite. Donc finalement, les gens ne croient plus à rien. Les gens croient que tout se limite à crier pour avoir le pouvoir, à utiliser la violence, à acheter. Tout s'achète. Et aujourd'hui, dans le cas de la mise en œuvre de l'accord, on sent clairement qu'il y a une volonté du pouvoir de dépersonnaliser la jeunesse et même de la communauté internationale d'amener les Maliens à la résignation. Tout le monde va baisser les bras. Tout le monde entend ce discours, même par rapport au Nord. On entend des ignorants souvent qui vous disent, oui, le Nord, là, vraiment, manga est ressort. Ou bien on ne peut rien contre la communauté internationale, on ne peut rien contre la France, vraiment ce n'est pas la peine. Mais c'est le comportement du gouvernement même. Toutes les concessions que les différents gouvernements ont fait aux rebelles depuis bientôt 30 ans, c'est un manque de volonté. C'est-à-dire sous la pression des armes et la pression de la communauté internationale, le gouvernement verse les bras. C'est ce comportement-là pratiquement qu'ils ont étendu à toute la société. C'est pour cela que les quelques personnes qui sont contre ça, qui sont en train de s'organiser, qui font l'éveil de conscience, qui font le travail de sensibilisation, comme votre groupe, il faut que vous continuiez à le faire. Parce que vous savez, j'ai toujours expliqué dans mes interventions, les causes justes n'ont jamais été majoritaires au départ. C'est toujours une minorité de personnes éclairées, conscientes, patriotes, qui se battent pour faire triompher la vérité. Elle finit par triompher. Aujourd'hui, on va dire que ceux qui sont contre l'accord sont minoritaires, mais ce n'est pas vrai. La grande partie de la population ne sait même pas ce qu'il y a dans l'accord. Même ceux qui en parlent, beaucoup ne l'ont jamais lu. Ils sont toujours en train de tromper la population. Ils ne l'ont jamais lu. Et les autres sont découragés parce qu'il y a la corruption, il y a les menaces, il y a les places qu'on donne aux gens, il y a les interventions de la société civile, souvent il y a les interventions des notables, des religieux. Tout est entrepris pour amener les gens à abandonner leurs convictions. C'est ça qu'il faut éviter. C'est pour cela que moi je comprends ce que vous dites, mais il faut que vous continuez à vous battre, vous, d'autres qui sont au Mali, pour que ce découragement, ce sentiment de démobilisation, de résignation qu'on veut étendre dans notre population, il faut qu'on résiste pour que cela ne prenne pas corps. Voilà ce que je peux dire sur cette question.
Alors, je suis à l'écoute pour les questions suivantes. Bonjour, docteur Maïga. Je suis Abdoulaye Tamboura de Paris. J'ai plusieurs questions à vous poser. Euh, Premièrement, comment la réforme constitutionnelle créera-t-elle une majorité parlementaire pour les Arabo-Touaregs qui sont au nord du Mali? Deuxième question, les Arabo-Touaregs qui sont entrés en rébellion sont-ils considérés comme des parias ou des irrédentistes qui militent pour leur émancipation? Troisième question, le principe de la libre administration inscrit dans la constitution malienne est-il contraire à l'accord d'Alger? Je vous remercie. Ma dernière question, qui est la quatrième, Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous attendu tout ce temps pour dénoncer cet accord qui est une trahison pour moi du Mali, qui est une partition du Mali? Vous avez été ministre, cet accord était là sous votre main, pour vous. Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps avant de dénoncer cet accord? Merci, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur le ministre, Garba Keita. Ma première question est relative au fonds que les Américains, les milliards de dollars que les Américains ont injectés dans le budget national dans le cadre de l'application de l'accord d'Alger. Apparemment, d'après le dernier rapport du CSA, le comité de suivi de l'application, les Américains demandent des comptes rendus ou des justificatifs, si vous voulez, de ces fonds. Parce que pour eux, jusqu'à présent, l'accord n'a pas été appliqué. Donc ça tarde. Et apparemment, ces fonds ont été utilisés pour d'autres fins. Pour vous aujourd'hui, ces fonds ont été utilisés dans quel cadre? Parce que vous avez été quand même ministre du gouvernement, et je sais que ces fonds ont été injectés quand vous étiez encore ministre. Ces fonds ont servi à quoi exactement? Ma deuxième question, est-ce pour vous cet accord, qui est l'accord d'Alger, un accord plutôt de capitulation, pour vous, est-ce encore possible de l'arrêter? Si oui, comment? Ma troisième question est relative au dialogue national inclusif. Pour vous, ce dialogue est-il nécessaire pour le Mali? Est-ce pas le dernier ou l'avant-dernier socle de l'application de cet accord? Parce qu'apparemment, ça ne reste que deux. Le dialogue inclusif et la révision constitutionnelle. Merci, Monsieur le ministre. Bonjour tout le monde, je suis Madame Maïga Dado de Paris. J'aimerais poser une question concernant l'accord d'Alger. Donc, Monsieur Maïga, j'aimerais savoir de quoi vous pensez concernant cet accord. Bonsoir. Tamboura, je vais tenter de répondre à vos trois questions. Vous avez parlé des rébellions arabo-touareg. Vous savez, j'ai développé, et dans mon livre, et dans toutes mes interventions, la rébellion en réalité n'est pas une rébellion arabo-touareg. C'est vrai, c'est des Arabes et des Touaregs qui ont lancé, mais n'oubliez pas, par exemple, dans la rébellion de 2002, il y a Mohamed Djeri Maïga, c'était un Sorin. En vérité, la rébellion est le fait d'une minorité qui veut en imposer au reste des peuples maliens parce qu'ils ont en face des dirigeants faibles et souvent irresponsables qui n'ont pas été à la hauteur. Il y a eu plusieurs rébellions. La rébellion de 63-64 n'était pas une rébellion pour diviser le Mali. Ce n'était pas une rébellion pour quelconque émancipation. C'est une rébellion d'une minorité des Touaregs. Parce que n'oubliez pas que parmi les Touaregs, il y a plusieurs tribus. La rébellion de 63, c'était l'effet des... C'était l'action des... qu'il a mis au-dessus de toutes les autres tribus.
C'est la préservation de ces avantages féodaux que les Ifokas voulaient préserver. C'est ça la cause de la première rébellion. Le président Modibo Keïta a dit non, que le Mali est indépendant, tous les citoyens sont égaux, il ne peut pas y avoir deux sortes de citoyens. C'est ça la cause de la première rébellion. Donc ce n'était pas pour une quelconque émancipation. La deuxième rébellion, c'est une affaire des gens envoyés de l'extérieur. C'est Kadhafi qui les a formés, il les a envoyés au Mali. Et ils avaient des complicités au niveau de certains pays occidentaux qui les soutenaient, et puis de certains hommes politiques maliens qui l'ont dit après. En 1994, Alpha Oumar Konaré a fait un discours en tant que président de la République. J'ai repris des exemplaires, des passages dans mon livre, où il dit clairement que les mouvements de rébellion sont des mouvements d'essence démocratique. C'est des mouvements pour l'honneur, et les rébellions du Nord sont d'essence démocratique. C'est des rébellions pour l'honneur et la dignité. Que c'est pour cela qu'eux, ils les ont soutenus quand ils étaient dans l'opposition, c'est-à-dire quand ils étaient contre Moussa. Donc ce mouvement est un complot venu de l'extérieur, dirigé par quelques Touaregs qui étaient coupés des réalités du pays, qui avaient le soutien et de Kadhafi et de certaines puissances occidentales et des relais dans la société malienne. Mais ils ont été réduits par la force armée malienne, parce que quelqu'un qui utilise la force contre un État. Moi, je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité qu'il a déposé les armes parce qu'on lui parle seulement. Il faut lui opposer la force légitime de l'État jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne peut pas obtenir ce qu'il veut. C'est en ce moment qu'on négocie. C'est ce qui a été fait en 63-64, on n'a même pas négocié avec eux. En 91, Moussa Traoré a négocié avec eux, mais en position de faiblesse, en position de force. C'est pour cela d'ailleurs que les accords de Tamaracet, leurs négociations ont duré 9 heures de temps. C'est un accord cadre de 13 articles qui se tiennent sur une page. Parce qu'ils étaient vaincus militairement. Et donc, ce n'est pas une affaire des Arabes et des Touaregs, c'est une minorité déjà. En 2012, ça c'est carrément encore des gens venus de Libye. C'est des Arabes et des Touaregs qui se sont associés même à des Soreilles, comme les Mohamed Guiri et autres, soutenus par la France. C'est connu de tout le monde. Donc, c'est pourquoi je dis que les rébellions ne sont pas le fait des Arabes et des Touaregs. C'est le fait de quelques Arabes et de quelques Touaregs qui le font au nom de leur communauté qui les a jamais mandatés. C'est pour cela que je dis souvent que les principales victimes des rébellions, c'est d'abord les Arabes et les Touaregs. C'est eux qui meurent en grand nombre. C'est eux qui sont victimes des représailles. C'est eux qui sont dans les camps de réfugiés. C'est eux qui vivent mal. Mais ceux qui provoquent toutes ces guerres-là, ils sont où? Ils sont dans les hôtels à Bamako. Ils sont dans les places. Ils sont dans les avions. Ça, c'est la mise au point que je voulais faire. Maintenant, concernant la réforme constitutionnelle comme telle, on ne peut pas dire qu'elle va donner la majorité aux Arabes et les Touaregs. C'est le découpage administratif qu'ils ont voulu faire, que j'ai dit c'est un découpage pour transformer la minorité sociologique en majorité électorale. Parce qu'il crée beaucoup de circonscriptions électorales fictives. Souvent, vous avez des zones où il n'y a même pas 1000 personnes. Il y a des communes de 31 personnes. Il y a des zones de 31 personnes qu'on a érigées en communes. Il y a des cercles où il n'y a personne. Mais c'est fait pour avoir le maximum de députés. Parce que la loi malienne dit que pour un député, il faut 60 000 habitants. Mais la même loi dit... Professeur Sall, voilà, je donne d'abord une question. Voilà, quel profil de président il voit pour 2023, quoi? Quel profil, quel type de président il faut pour le Mali de 2023, quoi. Voilà, quelles sont les qualités qu'il aimerait que le président du Mali de 2023 possède. Voilà, quelle qualité d'homme. Voilà, ça peut être un homme politique, voilà, un homme apolitique, voilà, un militaire qui veut reprendre le pouvoir, tout ça là. Voilà, quel type d'homme il nous faut, compte tenu de la situation actuelle du Mali. Voilà. La loi malienne dit qu'il faut 60 000 habitants pour avoir droit à un député. Mais la même loi dit que chaque circonscription administrative, chaque cercle, quand bien même sa population ne vaut pas 60 000 habitants, a droit à un député. Donc, en faisant plusieurs circonscriptions administratives, par exemple, dans le but de... M'excusez, il y a des gens qui téléphonent aussi, coupent le téléphone souvent. Donc, dans le découpage bidon qu'ils ont voulu imposer au Mali en novembre-décembre 2018, ils ont prévu de créer 9 cercles à Kidal.
Or, la population de Kidal, la totalité, avant la rébellion, ne dépassait pas 67 000 personnes. Donc, normalement, Kidal avait droit à un seul député. Mais en créant 9 cercles, il va avoir droit à 9 députés. Koutiala, qui est plus peuplé, le cercle de Koutiala, qui est plus peuplé que toutes les régions du Nord réunies, aura droit à 6 députés. Kidal seul va avoir droit à 9 députés. Gao, ils ont découpé pour créer 12 cercles, 12 députés. Tombouctou, Taoudeni, Menaka, idem. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec les populations du Nord qui vont faire à peu près 40 et quelques députés. Pour une population totale qui ne dépasse pas 2 millions d'habitants, en période de paix, donc moins de 10% de la population du Mali. Sur 140 députés, 147 députés, si vous avez 40 qui viennent du Nord, le reste des Maliens, ils sont quoi? Donc on crée des injustices qui vont être à la base d'autres révoltes. Ce qui fait que quand vous regardez ce découpage, vous allez vous trouver sur les 40 et quelques députés, les 30 et quelques vont être des Arabes et des Touaregs, alors qu'ils sont minoritaires dans la population, en créant des cercles et des arrondissements et des communes bidons. Voilà pourquoi le découpage administratif, je me suis opposé en son temps en disant que c'est pour créer de nouvelles injustices en transformant la minorité sociologique en majorité politique. Donc dans les communes, dans les mairies, dans les conseils de cercle, dans les conseils de région, ils vont être majoritaires parce qu'ils ont plus de communes, ils ont plus de cercles, alors même qu'ils sont minoritaires arithmétiquement dans la population. C'est pour cela que je me suis opposé, je vais continuer à le faire. Parce qu'un découpage administratif, ça doit être étudié. Il y a ce qu'on appelle la commission de réforme administrative qu'ils ont dissoute à partir de 1991. Dans un pays, c'est cette commission qui analyse la situation dans le pays, qui définit les conditions d'une réforme. Il faut qu'il y ait les conditions politiques, administratives, économiques et démographiques soient réunies pour créer une circonscription, mais ne le crée pas parce qu'un bandit a pris les armes, comme Ibrahim Bahanga en son temps. En 2006-2007, il a pris 12 militaires en otage, il a exigé qu'on transforme son hameau en commune. Et le gouvernement l'a fait. Ça, c'est ce que je peux répondre à cette question. Donc ça, c'est la deuxième question. Vous avez demandé si ceux qui sont rentrés en rébellion sont des parias ou des irrédentistes qui se battent pour leur indépendance. Je crois que j'ai répondu à cette question. Ce n'est ni des parias, parce que c'est un terme, personnellement, je pense que ce n'est pas très propre, ni des irrédentistes. C'est des traîtres, des gens qui ont décidé de trahir leur pays et se mettre au service de leurs propres intérêts et d'intérêts étrangers. Ce n'est pas compliqué. Et ils ont trouvé en face un État faible qui ne s'est pas assumé. Maintenant, vous avez demandé si la libre administration des personnes et des biens est contraire à la loi ou aux intérêts du Mali. Je ne crois pas. Je crois que la libre administration des personnes et des biens, la libre administration du pays, je pense que c'est des principes qui sont acceptés par tout le monde, mais il faut les faire dans les règles de l'art. Ce qu'il y a aujourd'hui, on a un État failli. Pour réorganiser un État, pour décentraliser un État, il faut d'abord le contrôler. Il faut contrôler, il faut rétablir l'autorité de l'État, rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, contrôler ses frontières, contrôler son administration. Après, on délègue. Parce que la décentralisation, c'est une délégation d'une partie des pouvoirs concentrés dans les mains du pouvoir central au niveau des collectivités. Donc, je considère qu'elle n'est pas contraire ni à la Constitution ni aux intérêts du pays. Je pense qu'il faut le faire, mais aujourd'hui, dans l'état actuel du Mali, tout cela vient au second lieu. La première des choses, c'est de rétablir l'autorité de l'État et son intégrité territoriale. Et après, tranquillement, on peut faire les réformes nécessaires, qui sont indispensables, je le rappelle encore. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne réforme pas, mais il faut les faire dans les règles de l'art. Ça veut dire donc que le principe de la libre administration, pour me résumer, c'est un principe normal. Le problème, c'est que l'accord d'Alger va au-delà de la libre administration. L'accord d'Alger dépouille l'État d'une bonne partie de ses prérogatives, y compris certains de ses pouvoirs régaliens, pour les transférer à des responsables élus dans les régions du Nord. C'est ça qui n'est pas normal. Donc on a dévié, on a détourné le principe de la libre administration de son objectif initial, constitutionnel, pour donner satisfaction à des gens qui ont décidé de trahir le pays et de lui faire la guerre.
les questions, Sal, je vous demande d'attendre que je réponde aux questions déjà posées. Après, on va faire la suite. Alors, Garba Keïta, vous parlez des milliards que les Américains, je dirais les partenaires du Mali disent avoir injectés dans le cadre de l'application de l'accord. Il faut que vous compreniez d'abord que d'une façon générale, il ne faut pas se tromper. Moi, mon opinion est totalement établie qu'une partie de la communauté internationale ne joue pas franc jeu avec notre pays. Et donc, penser qu'ils injectent de l'argent pour nous sortir des difficultés, il faut le prendre avec beaucoup de précautions. Deuxièmement, vous dites qu'on était dans le gouvernement, qu'est-ce qu'on en a fait? Il faut que vous compreniez, j'ai expliqué plusieurs fois, il faut que les Maliens, et surtout vous qui avez la chance d'être déjà instruits, vous compreniez comment un gouvernement fonctionne. Quand on est dans le gouvernement, on n'est pas au courant de tout. Les seules personnes qui sont au courant de tout, c'est le président et le premier ministre. Quand vous rentrez dans un gouvernement, il y a un décret qui vous nomme, qu'on vous donne. Il y a un deuxième décret qui spécifie les attributions pour lesquelles vous êtes venu dans le gouvernement. Donc vous ne vous occupez que c'est de ce pourquoi vous êtes venu. Vous ne vous occupez pas d'autre chose. Si moi je suis ministre de la Communication, je ne peux pas aller me mêler des affaires du ministre des Affaires étrangères ou du ministre des TP, sauf si le sujet vient en Conseil des ministres et que le président demande l'avis des ministres. En ce moment, je peux donner mon avis. On n'a jamais discuté en Conseil des ministres de l'utilisation d'un fonds venu de la communauté internationale. Et puis je me rappelle, il y a un ancien Premier ministre qui avait dit que ces fonds ont été utilisés à l'insu. Le gouvernement malien n'a pas vu un franc. Parce que certains pays occidentaux, je vous informe, cherchent à délégitimer l'État malien. Ils vont eux-mêmes sur place. Ils investissent leur argent. Ils payent des gens. Il y a des communautés qui reçoivent des enveloppes tous les mois, sans que personne ne sache comment l'argent là vient. Il y en a qui construisent des bâtiments, ils construisent des écoles, ils ne font pas passer par le gouvernement, ils comptabilisent tout ça comme étant de l'argent injecté. Maintenant, il y a une partie certainement qui a été donnée au gouvernement. Le gouvernement n'en a jamais fait le bilan, ni en Conseil des ministres, ni au peuple malien. C'est pourquoi maintenant, les rebelles qui sont de mauvaise foi, une partie de la communauté internationale, chaque fois qu'ils veulent coincer le gouvernement, ils disent mais il faut que le gouvernement explique qu'est-ce qu'il a fait de cet argent. Moi, je n'en suis pas informé. Je préfère vous le dire honnêtement. Le temps que j'étais dans le gouvernement, en tant que porte-parole, on n'a jamais parlé de cette question. Et même porte-parole du gouvernement, il faut bien que les uns et les autres comprennent, le porte-parole ne s'élève pas pour aller dire ce qu'il veut à la télé. Le porte-parole va exposer aux Maliens ce sur quoi le président, le premier ministre et le gouvernement sont d'accord. Et on décide d'en informer la population. Si on n'a pas discuté d'un sujet en Conseil des ministres, je ne peux pas en parler parce que je n'en sais rien. Deuxième question de Garba Keïta, est-ce que l'accord, on peut arrêter son application? Moi, je pense qu'au lieu de parler d'arrêter l'application de l'accord, je pense qu'il faut relire l'accord pour l'adapter à la réalité, aux intérêts fondamentaux du peuple malien. C'est ce que moi je prévois aujourd'hui. Tous ceux qui disent qu'on ne peut pas signer d'accord, il ne faut rien faire, moi je pense qu'ils font de la démagogie. L'état dans lequel le Mali se trouvait en 2012-2013 faisait que c'était un état failli. Nous connaissons dans l'histoire de l'humanité tous les états qui ont failli. On leur a imposé souvent des accords qui sont injustes. Ils se sont organisés après. Trouver les moyens politiques, diplomatiques, économiques et souvent même militaires pour les renégocier dans l'intérêt de leur peuple. Je pense que c'est ce que notre peuple doit faire. Dire qu'il faut rejeter l'accord, mais qu'est-ce qu'on met à sa place? Parce qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'armée. Tout ça, on les a perdus par notre propre faute. C'est pour cela que moi, je milite pour la renégociation de l'accord, pour l'adapter à la réalité, après avoir identifié les différentes insuffisances, l'adapter à la réalité, aux intérêts fondamentaux de notre peuple. Et en disant qu'il y a des choses que le Mali ne peut pas accepter. Voilà l'approche que moi j'ai de cette question. La troisième question, vous avez dit le dialogue politique inclusif, est-ce qu'il est nécessaire pour le peuple là? Moi je pense sincèrement, à ce stade d'information et d'analyse, je pense que le dialogue là ne servira à rien. Ça va être un grand mess. Les gens vont venir se défouler. On va créer après une structure administrative pour dire que c'est pour le suivi de l'accord. Une bureaucratie encore. On va payer des gens, des salaires, des frais de mission, des voitures, des bâtiments à louer. Mais ça ne changera rien. Pourquoi?
les problèmes qu'on pense vouloir régler au niveau du dialogue, une bonne partie, c'est des questions politiques. On n'a pas besoin d'appeler les paysans de Ansongo, de Bintabungo pour venir parler de loi électorale. Ça, c'est une affaire entre les politiques. La transparence des élections. On n'a pas besoin d'appeler des marabouts, des chefs de village pour en parler. Les conditions pour que l'élection soit transparente sont connues. C'est dans la loi électorale, il faut l'appliquer. Il faut créer un organe indépendant pour gérer les élections. Ça, c'est les questions politiques. Mais les autres questions, les questions de gouvernance. Lorsqu'on détourne l'argent destiné à l'armée, mais ce n'est pas un dialogue politique qui va le régler. Lorsque le budget d'État a prévu de 2016, 2017 et années suivantes les moyens pour refaire la route Kati Kolokani Djema, Djidjeni. Ça a été voté dans le budget. Lorsque le ministre des Finances détourne cet argent pour l'utiliser à des besoins de la présidence de la République, vous croyez que c'est un dialogue qui va régler ça? Ce n'est pas une histoire de dialogue. Ce n'est pas parce que les paysans d'Ansongo, de Caille, de ceci et cela sont venus en parler que ça va s'arrêter. Lorsqu'on vote la loi de programmation militaire, 1300 et quelques milliards sur 5 ans, qu'on ait sorti l'argent, et l'armée est toujours sous-équipée, on va acheter de la vieillerie, on va acheter des épaves. On commande 6 avions, on sort l'argent pour acheter 6 avions. On ne donne que 4 qui ne marchent pas. On donne l'argent au Mali, un pays étranger donne de l'argent au Mali pour acheter 6 hélicoptères. Finalement, on achète des vieux hélicoptères qui sont des épaves. On vient nous le dire maintenant. Vous croyez que c'est un dialogue qui va régler ça? Mais ceux qui font ça savent que ce n'est pas normal. Il faut gérer suivant les lois de la République et dans les règles de l'art. C'est terminé. C'est pour cela que moi, je ne crois pas que le dialogue va régler les problèmes. Il est vrai qu'on crée un faux espoir chez les Maliens. On fait croire aujourd'hui que c'est le dialogue qui va résoudre tous les problèmes. Ça permet simplement au gouvernement de gagner du temps, d'apaiser la situation, de permettre au gouvernement de continuer à faire ce qu'il veut faire. Et surtout, l'objectif principal du dialogue, c'est de sortir avec le projet de révision constitutionnelle et des réformes administratives et institutionnelles qu'ils veulent faire pour dire que c'est le peuple malien qui a décidé. Mais après, ils donneront le contenu qu'ils veulent. Tout le monde sait que la révision constitutionnelle, si elle est faite telle qu'ils veulent la faire maintenant, c'est pour préparer les conditions de la partition du Mali. On va graver dans la Constitution des dispositions que le gouvernement va utiliser après pour organiser la partition du Mali. Moi, je suis persuadé de ça. C'est pour ça, dans la forme actuelle, cette révision, elle n'est pas bonne pour notre pays. Je vous en donne quelques indices. Prenez par exemple le projet qui a été fait par la commission qui a été mise en place en fin 2018. Mais vous imaginez que dans le projet, dans le serment du président de la République, on a fait disparaître la partie de phrase qui dit que le président s'engage à respecter et faire respecter la Constitution. Vous croyez que c'est par hasard que ça a disparu? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire des choses qui ne sont pas conformes à la Constitution. On va mettre dans la Constitution les conditions d'exploitation et de répartition des ressources minières qu'on va trouver dans une région. C'est-à-dire que si par exemple on découvre quelque chose à Taoudeni ou Gao, l'État malien ne peut pas l'exploiter, sauf si les 5 régions, les assemblées régionales des 5 régions tombent d'accord là-dessus. Et même quand elles tombent d'accord là-dessus, il faut que la région où le minéral a été découvert, il faut que l'assemblée régionale accepte. Et quand ils acceptent aussi, quand on l'exploite, il y a 20% qui restent dans la région. Et le reste aussi, il y a 40% que l'État doit investir. Tout le budget d'État, le budget d'investissement pendant près de 20 ans dans les régions du Nord. Mais ça, c'est quoi ça? On a besoin d'écrire ça dans une constitution? C'est pour donner à la rébellion les moyens d'exister après. Parce qu'il y a des choses que l'État ne pourra pas faire. Et ils vont prendre les armes en disant que le gouvernement viole lui-même sa constitution. C'est pour cela qu'il faut bloquer ce projet aujourd'hui. Et les Maliens doivent s'organiser pour dire non. Voilà mon avis. La première question de Tamboura, c'est de dire pourquoi j'ai attendu tout ce temps pour dénoncer cet accord. Je pense que j'ai expliqué que pour moi, au moment où on a signé l'accord, le Mali n'avait pas le choix, il devait signer un accord. Maintenant, l'accord n'était pas bon, ça c'est très clair. Moi, je fais partie de l'un des rares responsables politiques, peut-être les autres l'ont fait, mais à toutes les étapes de négociation de l'accord, chaque fois qu'on a sorti une version,
mon parti a fait une analyse, on a fait un écrit, j'ai toute la documentation qu'on a adressée au gouvernement pour dire de faire attention, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Et lorsque l'accord a été signé, j'étais encore dans le gouvernement. La première des choses, c'est que mon parti a fait un séminaire pour décycler l'accord et on a identifié les points forts et les points faibles de l'accord. Et nous avons demandé au niveau du gouvernement, moi-même en personne, je l'ai proposé au chef du gouvernement, que tous les partis politiques qui sont au niveau du gouvernement, que les ministres se retrouvent avec leur direction pour analyser l'accord, pour faire une bonne lecture, une bonne interprétation, de manière à pouvoir, dans le processus de l'application, le faire de façon intelligente, de façon à sauvegarder les intérêts du Mali. Et ce qui est contraire aux intérêts du Mali, qu'on puisse dire non, qu'on ne le fait pas. J'ai pris cette initiative, je l'ai soumise au Premier ministre. Finalement, il n'a pas été pris en charge. Il m'a demandé de continuer l'initiative. J'ai contacté le ministre de l'administration territoriale, qui était du RPM, Abdoulaye Idrissa. Et j'ai soumis cette initiative à tous les responsables de partis qui étaient dans le gouvernement. On a fait une première réunion. Mountaga Tall était là, Poulo était là, de la CODEM, Mountaga du SUNIT, Ampé et Draman Dambélé de l'ADEMA étaient là. Et nous avons discuté. Les uns et les autres étaient d'accord. Mais après la première réunion, il n'y a plus de réunion, on a compris que le RPM n'en voulait pas. Le gouvernement n'en voulait pas. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de travail d'appropriation de l'accord au niveau des Maliens, ni au niveau des institutions. Même le gouvernement, il n'y a jamais eu un débat au sein du gouvernement, il n'y en a jamais au niveau de l'Assemblée, au niveau d'aucune institution. Ceux qui l'ont étudié par eux-mêmes, comme nous on l'a étudié par nous-mêmes, on s'est dit qu'on ne peut pas rejeter tout comme ça, parce qu'on n'avait rien d'autre à proposer en contrepartie. Mais il faut faire en sorte que les Maliens, dans le processus de l'application de l'accord, ce qui est contraire à tout ce qui a été énoncé dans le préambule de l'accord, mais qu'on le refuse. Dans le préambule de l'accord, on a prévu l'intégrité du territoire, la forme républicaine et laïque de l'État. Mais à partir de ce moment, tout ce qui est dans le corps du texte, qui est contraire à ce préambule, il faut dans le processus de l'application qu'on s'y oppose. Cela n'a pas été accepté dans le gouvernement comme tel. Et un an après, lorsque nos contradictions ont atteint un point de non-retour, mais je suis sorti du gouvernement, j'ai expliqué à plusieurs reprises ce qui s'est passé. Lorsque, en juin 2016, j'avais déjà fait 1 an et 6 mois dans le gouvernement, 2 ministres plus le chef du gouvernement, le premier ministre, se sont entendus pour élaborer un document qu'ils ont appelé Entente sur les autorités intérimaires, qui n'a fait l'objet d'aucun débat au niveau du gouvernement, qui n'a fait l'objet d'aucune ouverture. Et je considère qu'ils ont trompé le président, parce que certainement qu'ils lui ont dit que c'est dans l'accord, lui n'a même pas lu, il a dit qu'il est d'accord. Le Premier ministre a pris ce document, il est allé au Conseil de sécurité pour aller le valider. Mais ce jour-là, j'ai expliqué au président de la République qu'en réalité, ce que les rebelles n'ont pas obtenu par les armes et la négociation, c'est notre gouvernement qui est en train de leur donner ça sous la table. Il m'a dit qu'il n'y a pas de débat. Mais non, ma décision était que moi, je ne m'associerais pas à cette action. Et j'ai réuni la direction de mon parti le même week-end pour leur dire que je vais quitter ce gouvernement. Parce que je vois que c'est un acte de trahison qui est en train d'être posé. On n'est plus en train d'appliquer l'accord, on est en train de donner satisfaction au mouvement armé. Ce jour-là, il y a des anciens de mon parti, parce que j'avais dit aussi que je ne veux pas faire du bruit, parce que moi, mon tempérament, je ne veux pas faire du spectacle, qu'on dise qu'il a démissionné, chercher de la popularité gratuite. Je voulais vraiment quitter en douceur et expliquer que je ne peux pas m'associer à cela. Donc, il y a des anciens de mon parti qui connaissent comment l'État fonctionne. Quand je leur ai dit que j'ai dit au président que ce n'est pas normal, le président m'a dit qu'il n'y a pas de débat. Quand le Premier ministre est venu de New York, on a voulu qu'en tant que porte-parole, j'ai exposé le sujet au niveau des médias. J'ai refusé. Il y a des anciens qui m'ont dit qu'à partir de ce moment, si tu ne veux pas faire du bruit, ce n'est pas la peine de démissionner. Attends d'ici 2 semaines. S'ils ne te sortent pas, en ce moment tu peux démissionner. Mais nous, on est convaincus qu'ils ne peuvent plus travailler avec toi. Ils vont te sortir. Effectivement, 3 jours après, ils ont remanié le gouvernement, je suis sorti. Mais chacun a sa façon de faire. Moi, je ne voulais pas immédiatement à la sortie du gouvernement me mettre à les critiquer. Parce que beaucoup font ça dès qu'ils sortent. Moi, j'ai mis 2 ans pour observer. Parce que je me disais que peut-être le temps va me donner tort.
Mais quand la campagne électorale a été ouverte, et surtout quand j'ai vu ceux qui sont allés faire à Gao, mais j'ai été obligé, j'ai été amené, disons, à dénoncer publiquement, et tous ceux qui suivent mes interventions le savent, parce que ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement s'est entendu avec les mouvements armés, sans aucun débat, même pas le gouvernement, le Premier ministre et 2 ministres en 2016. Pour faire quoi? Pour faire un document qui ont été validés à l'ONU, qui leur a permis de dissoudre tous les organes élus dans les régions du Nord, les conseils de région, les conseils de cercle, et même dans certaines communes, pour désigner des personnes qui sont nommées par les mouvements armés. Et à partir de ce moment, j'ai dit c'est un acte de trahison. Ça, ce n'est plus l'application de l'accord. On est en train de transférer le pouvoir politique dans les mains des mouvements armés. Et on est dans ce piège-là à la date d'aujourd'hui. Donc, il faut que vous compreniez, chacun a sa façon de travailler. Moi, tous ceux qui étaient dans le gouvernement savent mes positions. Je suis sorti 2 semaines après que j'ai compris ce qui est en train de se... moins d'un mois après ce qui s'est passé. Moi, je pense que chacun s'assume. Et puis, de toutes les façons, supposons même que je n'ai rien dit. Mais lorsqu'on comprend, on arrive à une conclusion à un moment donné que ce qu'on a voulu vous faire n'est pas normal. Et vous vous démarquez. Quel que soit le moment où je me démarque de ce qui est en train de se faire dans le gouvernement, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, je l'explique aux Maliens, parce que je suis convaincu que l'équipe actuelle n'est pas en train de travailler dans le sens du bien-être du peuple. Voilà mon avis. Je réponds à 2 questions. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas présenté, mais il a demandé quel est le profil du président de la République pour 2021. Moi, je pense que ce dont les Maliens doivent se préoccuper, c'est de chercher d'abord à sauver notre pays avant 2023. Parce que la façon dont le Mali est en train d'être gouverné aujourd'hui, Dieu nous en garde. D'ici 2023, il n'y aura même pas de pays à plus forte raison fait d'élection. S'il n'y a pas de changement dans la façon de gouverner le pays. Mais si par bonheur, il y a des changements dans la façon de gouverner le pays, et qu'on va en 2023 en redressant la situation au fur et à mesure, je pense que le président, la première des qualités qu'il doit avoir, il doit être un patriote à toute épreuve, quel que soit le bord d'où il vient, politique, société civile, militaire, il faut qu'il soit d'abord un patriote. 1. Deuxièmement, il faut qu'il ait une claire connaissance, une claire conscience de l'histoire de notre peuple, de l'histoire de notre pays, des enjeux géostratégiques et politiques qu'il y a dans le monde. Il faut ensuite qu'il soit un travailleur, un bosseur, et qui puisse unir les compétences pour travailler. Parce qu'on dit le bon chef, ce n'est pas forcément celui qui fait tout, mais c'est celui qui sait s'entourer des gens compétents pour travailler, qui sont aussi des patriotes et qui ont une claire conscience de ce pourquoi on les a appelés. Enfin, il doit être quelqu'un qui respecte la loi, qui soit un vrai démocrate. Parce que le vrai démocrate, c'est celui qui respecte les lois de son pays. Toutes les lois, y compris les lois en matière de gestion. Lorsque un président, il a le patriotisme dans la bouche, comme ceux qui se sont succédés à la tête de l'État depuis quelques années, et en même temps ils font le jeu des puissances étrangères, moi je ne perds pas ça un patriote. Lorsque des gens s'installent à la tête de l'État, ils n'ont aucune conscience de l'histoire de notre peuple. Un grand peuple dont les présidents ne doivent pas être des porteurs de valises ou des porteurs de lettres pour d'autres présidents. On a vu nos présidents ici se transformer pratiquement en petits garçons de course d'autres chefs d'État. Ça, ce n'est pas acceptable. C'est quelqu'un qui doit savoir dire non quand c'est non. Et c'est quelqu'un qui doit tenir le discours de la vérité à son peuple. Lorsqu'il a des difficultés, qu'il les explique clairement. Notre peuple est majeur pour comprendre. Il faut qu'il donne l'exemple de la bonne gestion. Lorsqu'il est impliqué dans des malversations, il organise des détournements, son entourage est impliqué, il ne peut pas être crédible. Parce que le président de la République, je le répète encore, un président de la République, un premier ministre, ils n'ont pas besoin de détourner l'argent pour être à l'abri du besoin pour toujours. Donc, patriotisme, compétence, sens de l'histoire, savoir s'entourer des hommes compétents. Voilà ce que moi je pense, être un bon démocrate. Madame Maïga Dado a posé une question, il dit qu'est-ce que je pense de l'accord d'Alger. Je pense que dans tous les développements que j'ai fait tantôt, j'ai expliqué ça. Donc je la renvoie aux réponses que j'ai données pour ne pas me répéter, comme il y a beaucoup de gens qui attendent d'intervenir. Merci beaucoup. Monsieur le président du parti MPR, Monsieur Shogel Kokala Maïga, je suis Kolotum Bagayoko et je suis à Bamako, en commune 5.
Ma question est, est-ce qu'on peut effectivement parler de dialogue politique inclusif et prétendre toucher à tous les problèmes auxquels fait face notre pays sans pour autant toucher à cet accord d'Alger qui divise tant les pensées et les Maliens? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de dialogue politique inclusif avec ce processus qui est en cours? Et si cela se fait, est-ce que ça aboutira à de bonnes choses? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, c'est Lamine Savané qui pose cette question, qui est la suivante. Quelle est la position des partis politiques sur l'accord d'Alger? Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Est-ce que vous les connaissez? La deuxième question, y a-t-il un risque que le Mali perde Gao et Tombouctou au profit de la CEMA? Et la troisième question, vous avez toujours accompagné IBK depuis Espoir 2002. N'êtes-vous pas aussi responsable de la situation du Mali? Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, il y a Korotoum Bagayogo qui a posé une seule question concernant le dialogue politique inclusif. Je crois que je me suis largement expliqué là-dessus. Je reviens juste pour préciser ma pensée par rapport à votre question. D'abord, le dialogue ne peut pas résoudre tous les problèmes du pays. Deuxièmement, je ne crois même pas que le dialogue va résoudre les problèmes du pays. Les problèmes du pays sont, aujourd'hui, c'est des questions de gouvernance, de mauvaise gouvernance. Comme je l'ai dit, il y a les questions politiques, c'est-à-dire la transparence des élections. Le fait que les résultats sont proclamés qui ne sont pas conformes à la réalité. Je pense que la première des choses, il faut trouver une solution à ça pour éviter les crises post-électorales. Or, pour ça, on n'a pas besoin d'appeler les paysans de Bintagungu, d'appeler les paysans de Kalabankoro, d'appeler les chefs de quartier, d'appeler les imams. C'est une affaire entre les partis. Deuxièmement, il faut que ce qui est dans la loi, on le respecte. Dans notre loi électorale, c'est écrit par exemple que les procurations sont interdites. Mais le gouvernement les a distribuées pour l'élection de IBK. À Kidal, il n'y a aucun préfet à Kidal en 2018. Ils sont tous à Gao. Mais on a dit qu'on a fait des élections et 97% des personnes ont voté pour IBK. Qui a supervisé ces élections? Il n'y a aucune administration. Vous avez la Cour constitutionnelle qui se permet de donner un avis sur des textes de loi au gouvernement qui veut modifier des choses qu'il y a dans la loi. Je vous donne l'exemple. Lorsque le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Aguelaf, a décidé de violer la loi électorale en 2018 en introduisant les procurations, alors que ses conseillers lui ont dit que ce n'est pas normal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre à la Cour constitutionnelle pour demander si on peut le faire. Et la Cour a dit qu'on peut le faire. Mais la Cour n'a pas le droit de le faire. La loi interdit, la loi qui crée la Cour lui interdit de donner un avis sur des sujets qui sont susceptibles d'être déférés devant elle. Si la Cour dit par exemple au ministre qu'elle peut utiliser les procurations, un parti qui attaque les procurations en disant que ça viole la loi électorale, mais la Cour ne va pas se dédire par celle qui a dit qu'on peut le faire. Donc c'est sur toute la ligne. Les présidents, le Premier ministre, les ministres, la Cour constitutionnelle, toutes les institutions chargées des élections violent la loi électorale. Il faut qu'on arrête ça. On n'a pas besoin d'un forum pour ça. La CENI est censée être un organe indépendant. Est-ce que vous savez que les élections de 2018 se sont passées? À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de rapport de la CENI. Mais pour ça, on n'a pas besoin de dialogue. Ça veut dire qu'il y a la mauvaise foi. Il y a la mauvaise foi. Maintenant, il y a les questions de gouvernance. Je l'ai expliqué. Ne pas détourner les fonds publics, ce n'est pas le dialogue qui va le résoudre. Il faut respecter la loi. Quand on vote la loi de programmation militaire, on sort l'argent des caisses de l'État pour acheter des équipements militaires. Il faut les acheter, il ne faut pas les détourner. Ce n'est pas le dialogue qui va résoudre ça. Les questions de stratégie militaire pour contrer la rébellion, il y a des militaires formés pour ça, il y a des politiques qui ont été faits pour ça. Ce n'est pas les paysans qui ont payé leurs impôts, dont leur rôle c'est de produire du riz, des céréales pour nourrir les populations. Ce n'est pas eux qui vont venir parler des questions de stratégie militaire. Quand on vote de l'argent pour acheter des armes et qu'aujourd'hui on sort 1300 milliards de caisses de l'État, on se rend aujourd'hui qu'il y a des militaires sur le terrain qui manquent de balles pour se battre.
Quand on doit donner 200 à 300 cartouches, on en donne 30. Après les premières minutes de combat, les balles sont finies. Mais ce militaire, il fuit ou bien on le tue. Mais celui qui a commandé les balles là, c'est pas les militaires, c'est les dirigeants politiques, c'est les membres du gouvernement, c'est le ministre des Finances, le ministre de la Défense, le président, le premier ministre. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'un dialogue pour respecter ça? Lorsque des militaires tombent en panne de carburant, les populations les appellent, ils ne peuvent pas aller les secourir parce qu'on ne leur donne pas de carburant. Tous les véhicules sont à sec. Est-ce qu'on a besoin d'un dialogue pour régler ça? C'est pourquoi moi je ne crois pas que le dialogue va résoudre les problèmes du pays. Comme je l'ai dit, le dialogue c'est un défouloir qu'on va créer pour créer l'espoir chez les Maliens. Tout le monde va croire que c'est le dialogue. Même ceux qui ont le palu, on va dire que c'est le dialogue qui va le résoudre. Ceux qui ont l'appendicite, même ceux qui ont des maladies incurables, on va dire que c'est le dialogue. Donc c'est ça que le gouvernement cherche. Il cherche à gagner du temps, à tromper les Maliens, à acheter le maximum de personnes, les corrompre pour arriver à son objectif, c'est de faire voter la révision constitutionnelle et faire passer ces réformes de découpage administratif. Et c'est ce que j'ai dit, ça va conduire directement à la partition du Mali. Voilà pourquoi moi je ne crois pas à ce dialogue. Vous avez demandé une autre chose à laquelle je voulais répondre, c'est toujours dans le cas de la DPI. Vous savez, il y a un président qui prétend qu'il a été élu. Il a présenté un programme sur la base duquel il a été élu. Mais si ce programme ne peut pas sortir le Mali de l'ornière, ça veut dire qu'il a menti aux Maliens, il les a trompés. Mais s'il ne peut pas, il démissionne. Mais ce n'est pas les autres qui l'ont combattu qui vont venir trouver une solution. Nous, c'est pour éviter tout ça qu'on a voulu créer l'union sacrée, que tous les Maliens se retrouvent pour faire une grande force de proposition, une force de résistance à la rébellion, à la communauté internationale, parce que lui-même, il ne le peut pas. Mais on s'est rendu compte qu'il n'en veut pas. Il cherchait des gens qui veulent être démunis. Il les a mis dans son gouvernement et puis on a continué la même musique qu'avant. C'est pourquoi moi, je ne crois pas à tout ce qu'ils disent. Il y a Lamine Savani qui a dit quelle est la position des partis politiques. Bon, je pense que c'est connu. Il y a des partis comme par exemple le parti de Zoumana Sako qui a rejeté l'accord dès le départ, sans chercher midi à 14h, ils disent qu'ils n'en veulent pas. Il y a le parti de Modibo Sidibé, c'est la même chose. Il y a d'autres partis qui l'ont dit. Moi, personnellement, mon parti, nous, on n'a pas tout rejeté. Parce que nous sommes réalistes. Avec un État failli. Et la faillite de l'État n'est pas la responsabilité ni des rebelles ni de la communauté internationale. C'est des dirigeants maliens. Ceux qui ont dirigé le Mali de 1991. De mars 1991 à la chute de ATT, c'est eux qui sont responsables. Maintenant qu'on est un État failli, 500 bandits ont quitté l'extérieur, ils sont venus prendre notre pays. On est sous tutelle. C'est les dirigeants maliens qui ont écrit à l'ancienne puissance coloniale pour dire de revenir avec son armée au Mali. Mais lorsqu'on est dans cette situation, on est allé perdre tout à Kidal. On a assassiné plus de 150 militaires. On a tué tous les administrateurs. On est dans un État par terre. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne s'assoit pas pour dire qu'on refuse tout. On négocie. Et le résultat des négociations, on travaille pour le retourner en sa faveur, en l'expliquant à son peuple, en refusant dans la mise en œuvre tout ce qui est inacceptable, en avançant de façon intelligente, en faisant une interprétation intelligente et compétente de tous les aspects juridiques, politiques, historiques de l'accord, pour le retourner en sa faveur. On connaît dans l'histoire des pays qui l'ont fait. Lorsqu'après la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman a été défait. Mais il y a eu le traité de Sèvres qui a été signé. Les sultans avaient tout accepté. Mais il s'est trouvé un homme qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec cet accord-là. Il a remobilisé son peuple autour de lui pour renégocier cet accord. Ça, c'est Atatürk, qu'on appelle le père des Turcs. C'est un exemple dans l'histoire. Je peux continuer à en citer. L'histoire de la Russie, l'histoire de la Chine montre qu'il y a des moments où les États sont faibles. Ils se sont organisés dans le temps sur la base de l'intelligence, de la compétence, de la réorganisation, de la bonne gestion pour reprendre les choses en main. C'est ce qu'on devait faire au Mali. Maintenant, il y a d'autres qui ont dit que tout est bon. Il y a des ignares triomphants au Mali qui ne savent même pas ce qu'il y a dans l'accord. Ils n'ont jamais lu. On leur a donné de l'argent ou bien ils cherchent des places, ils se lèvent pour faire la promotion de l'accord. Ils ne savent même pas ce qu'il y a là-dedans. Il y en a qui n'ont même jamais vu le Nord. Donc c'est pour cela que je pense que la position réaliste, ça c'est mon avis, c'est de renégocier cet accord-là aujourd'hui. Parce que l'État a montré que tel qu'il est, il ne peut pas être appliqué.
Cet avis peut être discutable, mais c'est mon avis, je peux le défendre partout. Vous avez posé une autre question, Lamine Savané, pour dire qu'on a accompagné Ibeka depuis 2002. Est-ce qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe? Vous savez, en 2002, quand Ibeka a été renvoyé de l'ADEMA, mais nous, on était dans l'opposition, dans le COPO. Il nous a rejoints dans l'opposition. Vous voulez qu'on refuse de travailler avec lui parce qu'il a été dans l'ADEMA? On a travaillé ensemble. On est allé aux élections, notre regroupement n'a pas gagné. On a porté nos voix sur ATT qui a gagné. Et on l'a aidé pendant ces 10 ans. Mais ce que vous devez comprendre, les questions de défense et de sécurité ne relèvent que de la responsabilité du président de la République et des chefs militaires. Dans aucun gouvernement, on ne discute jamais des questions de défense et de sécurité. Il faut que les uns et les autres le comprennent. Donc on ne savait pas ce qui se passait. C'est lorsque l'armée s'est effondrée en 2012 que moi j'ai su que la trahison que je soupçonnais depuis 1991 a été un niveau tel qu'il n'y avait plus d'armée au Mali. Maintenant, quand Ibeka s'est présenté en 2002, vous vous rappelez très bien, Ibeka est devenu populaire. Pourquoi? Parce qu'en 2006, quand ATT a signé l'accord avec les rebelles, l'accord d'Alger de 2006, Ibeka a eu deux attitudes. La première, c'est qu'il était président de l'Assemblée nationale. Il a fait voter une motion de soutien à ATT, à l'unanimité par les députés dont lui-même, et il a été chargé de le transmettre à ATT. Mais la même nuit, il a été se réunir avec son parti pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'Alger, que c'est un régime pétainiste qui est à la tête du Mali, presque pour dire que ATT est un traître. Mais c'est ce qui lui a donné la popularité. Et au niveau de l'opinion et des militaires, on a dit c'est l'homme qui a refusé ce que ATT a fait en 2006, donc c'est l'homme de la situation. Mais on a tous voté pour lui pour ça. Les 77% des Maliens qui ont voté pour lui au deuxième tour, ils ne viennent pas tous d'IMPR. Mais parce que les Maliens ont cru en son discours. Mais la vérité, c'est que quand il a fait ses 5 ans, le résultat c'est quoi? Quand il prenait le pouvoir, la rébellion était à Mopti. La rébellion, je m'excuse du terme, c'était à Kidal. L'administration était de retour à Kidal. Il y avait le gouverneur, il y avait les services de base. Mais après ces 5 ans, l'État a perdu Kidal, l'État a perdu Gao, l'État a perdu partout. Il y a la guerre civile au centre. Mais c'est en ce moment que tous les Maliens, y compris nous, on a compris qu'il a trompé les Maliens. Donc on ne peut pas dire qu'on est responsable. Sinon les 77% des Maliens qui ont voté pour lui sont aussi responsables. Mais il a trompé les Maliens, c'est ça la vérité. Les Maliens ont été trahis. Moi je vous ai dit que cette histoire des autorités intérimaires qu'on est venu imposer aux Maliens, ça a été fait avec son consentement. Avec son premier ministre et 2 ministres, où on va à Gao, on dissout les organes que les populations de Gao ont élus pour les remplacer par des gens que les rebelles ont désignés. Et quand la population de Gao est sortie pour manifester, on a tiré sur elle, il y a eu des morts. Mais est-ce que moi je pouvais imaginer avant qu'il va faire ça? Maintenant qu'il l'a fait, on le constate. Les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais ne venez pas me dire que je suis responsable de ce qu'il a fait maintenant. C'est lui qui est responsable. On se sent tous floués, tous trompés, tous trahis, comme l'ensemble du peuple malien. Une question qui nous vient aussi d'un autre patriote. Elle est la suivante. Que pensez-vous sur le plan militaire du régime actuel? Car le pouvoir laisse croire qu'il a beaucoup fait pour son armée. Ah, c'est encore Monsieur Kamara de Paris. Je reviens juste pour un petit éclaircissement par rapport à une des réponses du ministre Shogel, où il disait que nous n'avons pas d'armée. Est-ce qu'il voulait dire que notre armée n'a pas le matériel adéquat pour défendre l'intégrité territoriale du pays, ou que vraiment nous n'avons pas d'armée? Ça m'a fait un choc quand même. Si on n'a pas d'armée, alors là c'est sérieux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Par rapport à l'accord d'Alger, on ne peut quand même pas continuer avec un accord qui risque de désintégrer le pays, parce que c'est la partition qui est là. Vous-même, vous l'avez dit. Donc, autant mettre cet accord de côté et repartir sur de bonnes bases. Il faut négocier, mais sur d'autres bases. Vous savez, l'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation.
toutes les nations qui négligent leur armée sont appelées à subir le sort que le Mali a subi. Même la Suisse, qui est l'État le plus pacifique au monde, en tout cas, il n'est pas dans les blocs militaires. Vous allez voir en Suisse, tout le monde fait sa formation militaire. La plupart des directeurs de banque en Suisse, c'est des anciens militaires. Donc ma position est très claire sur ça de tout le temps. Depuis 1991, j'ai dit qu'on a trahi l'armée. Et cette trahison a conduit à la trahison de notre peuple. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Lorsque un pouvoir politique, quelle que soit la façon dont il naît, qu'il vienne d'un coup d'État, qu'il soit élu, qu'il soit héréditaire, quand un pouvoir politique n'arrive pas à assurer la sécurité des personnes et des biens, c'est un pouvoir illégitime. La vérité, c'est que sur le plan militaire, ce pouvoir, dès qu'il s'est installé en 2013, alors qu'il a suscité beaucoup d'espoir, a posteriori, aujourd'hui, quand on analyse les faits, on se rend compte que ça ne peut pas marcher. Quand le président est venu en 2013 au pouvoir, la première des choses qu'il a fait dans l'armée, c'était des nominations de généraux. Alors que ça fait partie des tares de notre armée depuis 1983. On a nommé tellement de généraux et de colonels qu'on en avait trop. Il est venu la nommer des généraux, qui étaient tous dans des bureaux ici. Ce n'est pas des gens qui ont des faits de guerre. Si c'était des gens qui se battaient au front, qui se sont imposés sur le terrain, le théâtre des opérations, il n'y a aucun problème. Mais c'est des généraux qui étaient à Bamako, qui transportaient de l'argent, d'autres étaient dans des partis politiques, d'autres faisaient la politique au lieu de faire la guerre. Ça, c'est la première erreur. À partir de ce moment, il n'y a plus la récompense du mérite dans l'armée. Les gens ont compris qu'il ne faut pas se battre pour être récompensé. Deuxième erreur. Il a été élu en 2013. Après le premier trimestre de dernier trimestre de 2013, il a déclaré en début 2014 que 2014 c'est l'année de lutte contre la corruption. On s'est rendu compte quelques mois après que la corruption, les faits de corruption les plus inimaginables, les plus extravagants qu'on ait jamais connus dans l'histoire de notre peuple, se sont passés dans l'armée. On est allé jusqu'à facturer des paires de chaussettes à 30 000 francs pour les militaires. Commander des tenues, plus tard pour une armée de 800 000 hommes, notre armée n'a même pas 20 000 personnes. Acheter des équipements bidons qui ne marchent pas, qu'on a surfacturé, des choses qui coûtent 40 milliards, on les facture à 69-70 milliards. Et la dégringolade a continué. L'argent qui a été voté pour la loi d'orientation et de programmation militaire, que tout le monde a applaudi, on se rend compte maintenant que ça a été utilisé pour corrompre des gens, tout a été détourné. L'argent qui devait être utilisé pour acheter les vecteurs aériens, parce qu'on est un pays, tant qu'on n'a pas la suprématie dans les airs, on ne gagnera pas la guerre. Donc tout le monde était content. On a sorti l'argent pour acheter 6 avions. On se rend compte aujourd'hui qu'on n'a acheté que 4. L'argent des 2, c'est parti où? Et les 4 qu'on a achetés ne marchent pas. On a eu de l'argent qu'un pays a donné gratuitement pour acheter 6 hélicoptères. On se rend compte maintenant qu'on a acheté 2 hélicoptères bidons, des épaves. L'armée n'a pas de carburant. Les militaires n'ont pas de cartouches pour se battre. Les vecteurs aériens ne fonctionnent pas. Mais comment on peut gagner la guerre dans ces conditions? Ça, ce sont des faits. Moi, je ne fais pas de la calomnie. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui existent, qui sont connues de tout le monde. Il suffit d'aller les chercher. C'est pourquoi moi, je suis convaincu qu'il ne peut pas résoudre. Tant que la façon de gérer là ne change pas, on ne résoudra rien. Ça, c'est ma conviction. Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, c'est Dr Ba depuis Bamako. J'avais quelques questions à vous poser. La première question, c'était quels sont les points faibles de cet accord? Avez-vous des solutions à proposer? Et la dernière que j'ai à poser, c'est quels sont les conseils que vous avez pour nous les GIE concernant cet accord? Merci beaucoup. Donc, Camara est revenu à la charge concernant l'armée. Ça va dans le sens d'ailleurs de la question précédente. Quand j'ai dit que ça ne marche pas, il ne s'agit pas des hommes. Vous savez, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, si vous donnez les moyens à l'armée, les moyens matériels, modernes,
vous réinstaurez la discipline dans l'armée, vous instaurez la récompense du mérite, vous formez les gens réellement, pas les gens qui sont formés par les Européens venus dire qu'ils donnent des formations. Pour former les Maliens à la guerre au désert, on n'a pas besoin des Européens. L'armée qu'on avait en 91, elle n'était pas formée par des Européens. Personne ne pouvait devenir capitaine ou lieutenant si tu n'as pas fait des années dans la drape des Ifokassi dans les grottes. Maintenant, on a des gens qui deviennent capitaines, certains ne savent même pas tirer à l'arme. Et ça, c'est la responsabilité du politique. Donc moi, je suis convaincu que les hommes existent encore. Vous savez, pendant la période coloniale, les soldats les plus braves, c'est ceux qui venaient du Soudan. C'est pourquoi au sein de ceux qu'ils appelaient les tirailleurs sénégalais, la langue de communication, c'était le Bambara. Les soldats les plus braves, c'est ceux qui viennent du Soudan. À Aguelhok, nos soldats qu'on a assassinés en 2012, ils se sont battus pendant des jours jusqu'à terminer toutes leurs balles. On les a pris un an pour les exécuter. Ils n'ont pas fui. Moi, je considère que c'est les politiques qui ont trahi notre armée, qui ont trahi notre peuple. C'est cette trahison-là qui continue. Donc, il ne s'agit pas des hommes. Il s'agit des politiques. L'armée, c'est un outil de travail dans les mains du politique. C'est comme une daba dans les mains d'un paysan. Si vous n'aiguisez pas votre daba, elle ne sert à rien. C'est les politiques qui ont trahi notre armée, qui ont trahi notre peuple. Et les conséquences de ça que nous vivons aujourd'hui. Si aujourd'hui vous donnez les vecteurs aériens à l'armée, vous le mettez dans les conditions, l'argent n'est pas détourné, vous restaurez la discipline, vous fixez des objectifs stratégiques par les politiques. Parce que les objectifs, c'est les politiques qui les fixent. Je suis convaincu qu'on peut reprendre la situation en main. Mais je vous ai expliqué, en 1963, le président Modibo a réglé la rébellion. Il est vrai que les temps ont changé. En 1991, Moussa Traoré a eu 58 jours pour les battre sur le terrain militaire. Il a donné 90 jours à l'armée, mais en 58 jours, c'était fini. Mais parce qu'on avait une armée, il y avait la discipline, il y avait les équipements. Aujourd'hui, on est en train de payer des vieux avions qui ne marchent pas, des vieux hélicoptères. Les Français sont venus chasser les djihadistes ici avec 2 avions qui ont quitté le Tchad, qui sont venus les bombarder à Konna, et 2 avions qui ont quitté la France, qui sont venus les bombarder à Djabali. Mais en 91, on avait plus de 30 et quelques avions comme ça. Plus perfectionnés d'ailleurs. Parce que les MiG-21 bis étaient plus perfectionnés que les Mirage et les autres. Ces avions sont partis où? Les milliers de chars de combat qu'on avait. Les milliers de Berdem. Les millions des orques de Staline qu'on avait. Mais c'est parti où? Ce n'est pas les militaires, c'est les politiques qui ont détruit tout ça. Donc c'est ce qu'il faut reconstituer et remettre les hommes à l'œuvre. C'est pour cela que moi je suis convaincu que c'est une question de politique. Ce sont les politiques qui ne font pas leur travail. Combien de temps il faut faire pour reconquérir le Nord? C'est les politiques qui le fixent. Quels moyens il faut remettre à l'armée pour reconquérir? C'est l'armée le demande, les politiques lui donnent. L'armée a demandé, ils nous ont dit que la loi de programmation militaire c'est 1300 et quelques milliards. Mais le peuple malien a donné, on a voté la loi. Si ce n'est pas utilisé à bon escient, ça ce n'est pas l'affaire des militaires, c'est les politiques. L'accord, qu'on ne peut pas continuer avec un accord qui conduit à la partition du pays. Je crois que je me suis largement expliqué sur ça. Moi, mon avis, c'est que rejeter l'accord comme tel n'est pas réaliste. Vous savez, la politique, d'après un grand penseur, la politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et rendre possible ce qui est nécessaire. C'est à ça que les dirigeants maliens doivent s'occuper. À rendre possible ce qui est nécessaire pour le peuple malien. Et réaliser ce qui est possible pour inverser la tendance sur le terrain militaire. Tant que la situation sur le terrain militaire n'aura pas changé, rien ne pourra être fait. Donc moi je suis convaincu qu'il faut renégocier l'accord, mais le principal, il faut mettre les 60% de nos efforts pour remettre notre armée en position de reconquérir notre territoire. Et dire la vérité à ces partenaires qui viennent nous tromper, qui sont avec nous le jour et la nuit, ils aident les rebelles. Mais le chef de l'opération Barkhane, en personne, le commandant en chef, le 17 novembre 2017, a tenu une conférence de presse à la maison de la presse, où il a dit in extenso, à quelques mots près, je répète, il dit qu'il y a des gens qui ont signé l'accord, qui sont signataires de l'accord,
qui sont dans l'accord le jour et la nuit, ils sont avec les terroristes. Et qu'ils en ont les preuves. Mais s'ils ont les preuves, ils n'avaient qu'à les attaquer. Ils n'avaient qu'à les empêcher. Lorsque Gatia a pris Menaka, c'est la MINUSMA qui a retiré Menaka pour le remettre à la SEMA en 2015. Lorsque Gatia a voulu prendre Kidal en 2016, c'est Barkhane qui les a empêchés de prendre Kidal. Or, nous savons que la SEMA est composée des gens du MNLA qui avaient été chassés du territoire malien en 2013, qui sont revenus, qu'on a ramenés dans les fourgons de Serbal, et une partie de Ansardine qui a quitté pour prendre un nouveau nom qu'on appelle HCUA. C'est les deux que la France a mis ensemble pour les opposer à l'État malien. Donc il faut en ce moment que le gouvernement tienne le discours de la vérité. Il faut qu'ils disent la vérité aux partenaires. S'ils sont là pour nous aider, qu'ils nous aident. S'ils ne sont pas là pour nous aider aussi, qu'ils nous le disent. Ça, mais pour ça, a besoin d'un gouvernement exemplaire dans son comportement, qui travaille, qui connaît son histoire, qui est fier, qui donne l'exemple, qui ne détourne pas l'argent. C'est en ce moment que ses partenaires vont les respecter. Or, ce n'est pas le cas au Mali aujourd'hui. Donc, pour moi, l'accord, il faut le renégocier. Mais il faut surtout renforcer l'outil de défense de notre pays. Organiser la mobilisation populaire pour dire que notre peuple n'est pas d'accord avec la partition de notre pays. Parce que je suis convaincu que la communauté internationale n'a pas peur des dirigeants, elle a peur des peuples. Si 1 million de Maliens sortent dans la rue pendant 2 jours, ils n'insultent personne, ils ne brûlent le drapeau de personne, ils ne s'attaquent à personne, mais ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans leur pays. 2 jours après, vous allez voir qu'il y aura des changements. Et au niveau de l'État et au niveau de la communauté internationale. Voilà ma vision des choses. Maintenant, chacun peut dire s'il est d'accord ou non, mais c'est ça que je pense honnêtement aujourd'hui. Bonjour, Dr Shogel Maïga. Je m'appelle Lamine Touré, résident à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. À l'heure où nous sommes, tous les dignes filles du Mali aspirent à un changement plus ou moins immédiat par rapport aux différents accords signés par le gouvernement actuel. Ma première question serait sommes-nous suffisamment prêts à faire rebondir notre pays sur le plan socio-culturel et économique? Et ma deuxième question sera quelles seront les étapes à suivre pour retrouver notre place dans le Conseil des Nations, dans la sous-région et dans le reste du monde. Ma troisième question, quelle image du Mali aimeriez-vous laisser à vos grands-enfants et arrière-grands-enfants? Merci. Alors, donc, Dr Ba de Bamako, il dit quels sont les points faibles de l'accord. Bon, je ne peux pas les énumérer tous, je peux juste en énumérer certains. Lorsqu'on dit, par exemple, dans l'accord, que les forces de défense et de sécurité, si on les reconstitue au nord, ils doivent être composés à 80% des gens du nord et le commandement doit être assuré par des gens du nord. Ça, ce n'est plus une armée nationale, c'est une armée ethnique. Lorsqu'on dit, par exemple, que quand on va découvrir des minerais au nord, il faut que les populations de la région où c'est découvert donnent leur accord pour qu'on les exploite. Ça, ce n'est plus un État. Lorsqu'on dit que les présidents des conseils de région seront élus au suffrage universel direct, ils ont les pouvoirs exécutifs et législatifs en même temps. Ils détiennent la force armée dans la région. Ça, c'est un État dans l'État. C'est pour cela que moi, je dis que il y a beaucoup d'autres points, je peux continuer à en citer. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables pour un État unitaire. Vous avez demandé, quelles sont les solutions. Je crois que je me suis largement étendu sur tout ça pendant tout mon développement. Chaque fois que je fais le développement, je propose des solutions. Je pense qu'il faut renégocier l'accord. Je pense qu'il faut faire une gestion exemplaire du pays pour qu'on soit respecté par les partenaires maliens et extérieurs. Il faut qu'on cesse d'apporter la prime à la violence et à la rébellion. Les gens qui sont responsables de tout ça là, qui empêchent le drapeau du Mali à Kidal, qui empêchent l'école à Kidal, qui empêchent l'administration à Kidal, mais ils sont dans les hôtels à Bamako. Quand ils veulent voir Ibeka, ils les voient, ils leur donnent de l'argent. Quand Ibeka a été se présenter aux élections, depuis 2013, il n'a jamais pu aller à Kidal. C'est aux élections présidentielles qu'il est allé à Kidal. Ils l'ont accueilli avec les drapeaux de l'Azawadi, il leur a donné l'argent. Il faut que tout ça, il faut qu'il arrête ça. Les Touaregs et les Arabes qui sont fidèles à la République, qui sont majoritaires, parce que je dis encore, c'est une infime minorité de gens qui ont trahi notre peuple, qui se sont mis au service de l'étranger, qui sont en train de nous imposer la violence. Il faut que ceux qui sont proches de la République, qui sont fidèles à la République, qu'on les valorise.
Et vous avez demandé les conseils qu'il doit donner aux jeunes. Les jeunes doivent croire en l'avenir de notre pays. Les jeunes doivent se mobiliser. Il faut que notre peuple soit dans les rues massivement, pacifiquement, sans rien casser, sans insulter personne, pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. Il faut que notre peuple, pour demander des explications, des comptes par rapport à l'argent qui a été détourné, qui devait acheter les avions, qui devait acheter les hélicoptères. Si on dit de sortir demain, sortez, exigez cela. C'est comme ça que le pouvoir va reculer et celui qui vient au pouvoir ne le fera jamais. Et la communauté internationale va prendre notre peuple au sérieux. Voilà ce que je propose à chaud comme ça, sinon il y a beaucoup d'autres solutions. Bonsoir professeur, une question qui vient de notre sœur Belfi. Donc la question est la suivante. Pourquoi vous n'avez pas été signataire de l'accord politique? Ça c'est la première question. La deuxième question, quelle alternative proposez-vous pour la crise au Mali? Voilà. Quelle est votre solution pour la crise au Mali? Je vais répondre à Lamine Touré. Je pense que les Maliens veulent le changement aujourd'hui. Je pense qu'on est prêt. Aujourd'hui, le peuple malien est prêt parce qu'il a compris beaucoup de choses. On l'a trompé pendant des années. Les gens ont compris que tout ce qu'on leur disait, c'était du mensonge. Les gens ont ouvert les yeux. Mais et puis, la façon dont ce régime-là gère le pays. Personne n'a jamais vu un régime comme celui-là. On ne fait que mentir à la population. On a sorti l'argent pour dire qu'on va équiper l'armée. L'argent a été détourné, l'armée n'est pas équipée. On a sorti l'argent pour dire qu'on va faire les routes. Les routes ne sont pas faites. En 2014, le chef de l'État est venu de Chine. Il a dit qu'il a eu l'argent pour refaire la route Sévaré-Gao. Elle n'est pas faite. 2017, il est revenu d'Arabie Saoudite. Il dit qu'il a trouvé l'argent pour le faire. On ne l'a pas fait. On a voté le budget en 2016-2017 pour faire la route Kati Kolokani Djedjeni. Ça n'a pas été fait. L'argent est parti où? Mais les gens sont mûrs aujourd'hui, les gens ont compris. Donc pour moi, notre peuple est prêt aujourd'hui. Vous dites les États passifs, c'est ce qui est en train d'être fait. Il faut que les gens disent qu'ils ne sont plus d'accord avec cette façon de gouverner le pays. Que les gens se lèvent pour contester, que le président soit obligé de changer de façon de gouverner. Qu'il soit mis dans le dilemme, soit il change de façon de gouvernement ou il quitte le pouvoir. À ce moment, il va changer de façon de gouverner. Qui mettent les gens compétents dans les postes et non pas de... c'est comme si vous faites l'autostop pour prendre un passager. Certains deviennent ministres, on ne les connaît même pas. C'est quand ils rentrent dans le gouvernement qu'on vient fabriquer des faux CV. Quelqu'un qui doit être ministre, on doit le connaître sur le plan professionnel, sur le plan politique, qu'on les vit à l'œuvre réaliser quelque chose. Mais il y a des gens, c'est quand ils sont ministres qu'on va nous fabriquer des faux CV. On dit qu'on veut faire la promotion des jeunes. Mais dans les nations qui se présentent, il ne s'agit pas de prendre un jeune dans la rue pour faire de lui ministre. Il y a des jeunes qui ont fait leurs preuves, qui sont dans l'administration. Les jeunes doivent apprendre auprès des anciens. Il ne s'agit pas de prendre un jeune sorti de nulle part, qui n'a aucune attache avec le pays, pour le propulser ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances, ministre de ceci et cela. C'est pas comme ça qu'on fait la promotion des jeunes. Et donc, pour moi, les étapes, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est exiger d'abord une gestion transparente. Et puis que les gens cessent de voter pour l'argent ou pour des parents. Il m'a donné de l'argent, il est mon parent, il est de mon ethnie. Tant qu'on est dans ça, on ne va pas choisir les bons dirigeants. Vous avez dit l'image que nous voulons laisser. Moi, je me bats toute la vie et j'apprends à mes enfants. Tout ce que vous faites, il faut être parmi les meilleurs. C'est ce qu'il faut inculquer aux enfants. Et notre pays doit travailler pour être le meilleur. Notre pays était respecté dans la sous-région. Tout le monde sait que jusqu'en 91, aucun pays ne peut manquer de respect au Mali. Mais aujourd'hui, comme on dit en Bambara, un groupe de 500 bandits vient prendre notre pays. Des voyous, des traîtres, des apatrides qui se lient à l'étranger. Ils viennent soumettre notre peuple là, ils tuent les gens, ils violent les gens, ils font tout. Et maintenant, on vient voter une loi d'amnistie pour les amnistier, sans qu'ils n'ont rien demandé. Ceux qui ont tué nos militaires à Gelhok, ceux qui ont coupé les mains des gens, qui ont humilié les populations de Gao, on vote maintenant une loi d'amnistie pour eux, sans qu'eux-mêmes n'aient rien demandé à qui que ce soit. Voilà les choses qu'il faut arrêter et donner l'exemple. Moi, je vais laisser l'image d'un père exemplaire qui travaille, qui fait tout pour être mieux dans ce qu'il fait, que les fils du pays accèdent aux responsabilités, aux fonctions en fonction de leurs compétences, mais qu'on donne les opportunités à tout le monde. La question de Sidi, depuis les États-Unis, qui demande
si Ibeka ne doit-il pas être balayé, arrêté et jugé pour haute trahison? Ma question, ça sera la suivante, parce que c'est pas que j'ai appris, je le sais. Est-ce que Tcheblin, demande-lui vraiment la question, est-ce que Tcheblin lui a dit qu'il était trop opposé à Ibeka pendant une réunion du FSD? Si c'est vrai, il faut qu'il nous dise. Est-ce que sous son livre là, les livres là qu'il a sortis là, il compte faire plus de publicité ou bien il va rester comme ça, à ne pas les vendre, à ne pas en parler? Troisième question, c'est que lui, pourquoi l'UDPM, comme j'avais posé la question à Mao, pourquoi l'UDPM, le MPR, qui est le parti de mon père, n'arrive plus à mobiliser les gens? Est-ce que Choguel a un déficit de charisme ou bien de notoriété sur la scène politique malienne ou bien envers la population? Bon, quatrième question, est-ce que Choguel va apprendre à parler des vrais Bambara quand, après 30 ans de vie à Bamako? Voilà, ça ce sont mes questions. Tu peux lui poser. Tu dis c'est Taïrou Dambélé, normalement il me connaît. L'accord politique, je crois que j'ai largement expliqué. Je vais d'ailleurs envoyer sur votre groupe mon intervention lors d'un débat où j'ai expliqué pourquoi on n'est pas allé à l'accord politique. L'accord politique, c'est une escroquerie. Nous avons dit que le pays est en danger, il faut qu'on fasse l'union sacrée pour sauver notre pays. Qu'on mette un gouvernement d'union nationale où les gens viennent à partir des profils qu'on a déterminés ensemble. Ensuite, que dans les priorités, on mette la sécurité avant tout. Et que dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, au plus aucun acte ne soit plus jamais posé qui peut conduire à la partition du Mali. Voilà les conditions qu'on a posées. Ibeka les a refusées. Il cherchait des gens qui voulaient être ministres. Il les a appelés, ils sont allés avec lui, donc on n'a pas signé. Je vous ai envoyé, je vais vous réenvoyer encore les débats qu'on a eu, vous verrez mon intervention, vous verrez toutes les explications. Vous demandez la solution que je propose à la crise. En réalité, la crise, elle est multidimensionnelle. Donc, il faut qu'il y ait l'union sacrée, il faut qu'il y ait un sursaut national. Aucun homme politique seul ne peut pas faire face à cette crise. C'est pourquoi on a proposé à Ibeka qu'on fasse l'union sacrée, qu'on mette tous les Maliens ensemble pour parler d'une seule voix. Parce qu'on a trop d'adversaires. Il y a des gens qui disent qu'ils sont avec nous parmi les puissances étrangères qui sont contre notre pays. Vous avez la rébellion, vous avez l'opposition interne, vous avez les difficultés économiques. Tout cela, un seul homme ne peut pas les résoudre. Il faut l'union sacrée des Maliens et qu'il y ait un sursaut national et que le gouvernement donne l'exemple dans la gestion du pays. Bon, la question de Sidi concernant ce qui doit être réservé à Ibeka, moi je pense que il ne m'appartient pas de dire ce qui doit être fait. Le peuple malien sait ce qu'Ibeka lui a fait. Et je crois que c'est au peuple malien de décider de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas nécessaire que j'étende mes états d'âme dans les médias sociaux, parce que moi j'ai dit la première des choses, Ibeka doit changer de façon de gérer le pays. S'il ne change pas de façon de gérer le pays, le peuple doit le mettre devant ses responsabilités. C'est ce que je peux dire à ce stade-là. Donc je réponds aux questions de Taïrou Dambélé. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un débat à la dernière réunion du FSD, lorsque j'ai expliqué pourquoi on ne peut pas signer l'accord de gouvernance. J'ai expliqué que c'est parce qu'on n'a pas le même esprit. Un accord, c'est un esprit et une lettre. Lorsque vous n'avez pas le même esprit, vous ne pouvez pas avoir le même texte. C'est ce que j'ai expliqué à réunion. J'ai dit qu'il refuse qu'on mette dans l'accord que c'est parce que notre pays est en danger qu'on fait l'union sacrée. Il refuse. Il dit c'est parce qu'il y a le terrorisme, parce qu'il y a les grèves. J'ai dit le terrorisme va continuer, les grèves c'est des droits constitutionnels. C'est parce que le pays est en danger existentiel qu'on décide de faire l'union sacrée. Ils ont refusé cette formulation. On a demandé de mettre que désormais, maintenant qu'on se met ensemble pour faire l'union sacrée, il faut veiller à ce que dans l'application de l'accord pour la paix, l'accord pour la paix et la réconciliation d'Alger, aucun acte ne soit plus posé qui peut conduire à la partition du Mali à court, moyen et long terme. Ils ont refusé ça. Lui-même, Keblé, il a refusé cette formulation. J'ai dit qu'il faut dire désormais que parmi les priorités, la top priorité du gouvernement, c'est la sécurité d'abord, avant tout. Avant la révision constitutionnelle, avant l'accord d'Alger, ainsi de suite. Ils ont refusé, ils disent qu'on va le mettre jusqu'en 5e position.
Il faut mettre l'application de l'accord, la révision constitutionnelle, et ainsi de suite. On a dit qu'il faut un partage des responsabilités, c'est-à-dire qu'on s'entend sur les profils des ministres, sur ce que les gens viennent faire, que les gens ne viennent pas faire des stages. Et en ce moment, on parle d'une même voix pour nous opposer à tout ce qui met notre pays en danger. C'est ça l'esprit. Après, on fait un texte. Ils ont refusé cet esprit. J'ai dit qu'on ne peut pas signer. Donc, effectivement, Kibile a dit que ça veut dire que moi, je ne vais pas d'accord avec Ibeka. J'ai dit, mais l'accord avec Ibeka n'est pas une fin en soi. Et parce que je pense qu'eux, ils voulaient partir. On a compris après qu'Ibeka voulait donner des postes de ministre à des gens. Il leur a donné. Nous, on n'est pas allé là-dedans. Voilà un peu l'approche que nous avons eue. Pour le reste, chacun, on est des responsables politiques. Moi, on est des responsables politiques. Chacun a sa ligne. Ça, c'était ma ligne. Et donc, si les gens ne sont pas d'accord, ça, c'est leur droit aussi. Vous avez parlé de mon livre. Le livre, je l'ai présenté l'année passée. J'ai fait une bonne campagne dans les médias. Les gens se l'ont acheté en grand nombre. Je suis allé en France l'exposer. Maintenant, il faut que tout le monde participe à la vulgarisation du livre. Parce que c'est la connaissance qu'il y a là-dedans, c'est pour tout le monde. On a travaillé 6 ans pour mettre la connaissance à la disposition des Maliens. On ne l'a pas fait à des fins commerciales. Donc, je continue le travail de sensibilisation. Je fais des conférences dans les universités. Chaque semaine, je vais faire des conférences dans les facultés, dans les universités. On a même envoyé un ami qui est aux États-Unis pour pouvoir le traduire, parce que je vais le traduire en anglais, pour le mettre à la disposition des anglophones. Donc voilà ce que je peux faire et je vais continuer. Maintenant, concernant l'UDPM, vous savez, c'est très facile aujourd'hui de dire que Sogel ne mobilise pas, il y a ceci, il y a cela. Quand c'était chaud, la personne ne parlait de l'UDPM. On a créé dans le feu ce parti-là. Et on a continué à défendre nos idées jusqu'à ce que le temps nous a donné raison. Maintenant que les gens viennent dire il y a un déficit de ceci et cela, vous savez, aucune personne ne fait l'unanimité. Mais allez-y demander aux vrais militants du MPR. Maintenant, les histoires, ils ne parlent pas Bambara. Vous savez, c'est des discours qui sont utilisés par les adversaires du président du parti, à l'extérieur et à l'intérieur du parti. Il y a des gens qui se sont cachés pendant des années. Lorsque le parti est devenu populaire, ils sont venus dire « Oui, le président ne parle pas le Bambara ». Mais allez-y sur YouTube. Moi, j'ai toutes mes interviews sur YouTube en Bambara. Et puis pourquoi vous ne me demandez pas pourquoi je ne parle pas Peul, ou Malinké, ou Sénoufo? Ce sont ces genres de discours qu'il faut abandonner. Moi, je parle le Bambara parce que je trouve que c'est la langue de communication de la majorité des Maliens. Mais dire qu'il faut bien parler le Bambara, qui parle bien le Bambara? Vous prenez les gens de Bamako, vous pensez qu'ils parlent bien le Bambara? Quand ils vont à Ségou, ils parlent autre chose? Je pense que je parle dans un Bambara qui est compréhensible par tous ceux qui sont de bonne foi. Maintenant, ceux qui sont de mauvaise foi, là, dans tous les cas, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Donc, moi, ce qui me préoccupe, c'est les avis que je donne, c'est les arguments que je développe. Et vous allez demander, il n'y a aucun militant du MPR qui se plaint. Et moi, je fais des grands débats pour savoir qu'est-ce que les militants me reportent pour qu'on les corrige. Donc, ceux qui vont vous dire, on a fait effectivement une campagne pour dire que je ne parle pas le Bambara, mais je pense que les différents débats que j'ai eus ont montré que c'était de la campagne d'intoxication. Allez-y sur YouTube, mettez Shogel sur YouTube. J'ai toutes mes interviews là-bas. Il y en a en Bambara, il y en a en Soray, il y en a en français, il y a un peu de tout là-dedans. Merci bien. Vous savez, concernant une dernière intervention, il y en a qui m'ont demandé, mais pourquoi je défends même le... Et qu'est-ce que je peux présenter dans le bilan du président Moussa Traoré? Vous savez, j'ai toujours expliqué aux uns et aux autres qu'un homme politique, un dirigeant, c'est un humain qui peut commettre des fautes de façon volontaire ou non. Moi, je crois qu'un homme politique, quand vous le prenez, vous prenez son bilan du point de vue historique. Dans l'histoire, qu'est-ce qu'il a laissé? Moi, je dis et je le maintiens que Moussa Traoré a été un grand homme d'État. Il a, comme tous les humains, pu commettre des erreurs. Mais quand vous prenez son bilan, je dis 30 ans après la chute de Moussa, à la date d'aujourd'hui, tout le monde regrette l'armée que Moussa Traoré avait laissée. Tout le monde savait que sous Moussa, personne ne pouvait se jouer du Mali. On avait l'armée la plus puissante de l'Afrique francophone au sud du Sahara.
Personne ne peut le nier. C'est connu des plus grands experts militaires. On a eu à faire en 23 ans, faire face à 2 guerres. La guerre du Burkina et la rébellion au nord en 90. On a eu affaire à 2 grandes sécheresses qui ont détruit près de 80% du cheptel dans toute la bande sahélo-saharienne, de Nara jusqu'à Menaka. Mais malgré tout ça, les grandes réalisations dans le domaine hydro-agricole, les grandes infrastructures hydro-agricoles dans l'Office du Niger, la CMDT, tout ça, ça a été fait sous Moussa. 30 ans après son départ du pouvoir, les 80% de l'énergie qu'on consomme au Mali, aujourd'hui encore, c'est les réalisations, les barrages hydroélectriques, les grandes réalisations qui ont été faites sous Moussa. Les grandes routes Sévaré-Gao, la route du riz dans la zone du Niger, de l'Office du Niger, ça a été fait sous Moussa. Les grandes organisations sous-régionales qui ont été créées dans la sous-région, la CEDEAO, le Liptako Gourma, toutes ces organisations ont vu le jour à l'initiative de Moussa Traoré, même si on efface ça dans l'histoire aujourd'hui. La diplomatie malienne, tous les grands chefs d'État du Mali ont défilé ici au Mali. Georges Bush père, les Mitterrand, les Giscard d'Estaing, tous le pape Jean-Paul, tout le monde a passé ici. C'est-à-dire que le Mali avait un rayonnement international extrêmement important. Aucun pays ne pouvait déconstruire le Mali. À plus forte raison, un groupe de petits rebelles, quand ils ont pris les armes ici, en 58 jours, ils ont été réduits, à leur plus simple expression. L'école qui a été utilisée pour renverser le régime en manipulant les étudiants, la quasi-totalité des opposants, ils ont été formés pendant les années où Moussa était au pouvoir. Tout le monde savait que sous Moussa, l'école malienne était la meilleure, l'une des meilleures dans la sous-région. Les étudiants maliens, quel que soit le pays où ils partaient étudier, ils étaient parmi les meilleurs. Tout le monde le sait, mais aujourd'hui, nos diplômes ne sont même pas reconnus dans la sous-région ouest-africaine, à plus forte raison à l'extérieur. Notre armée était la plus respectée. Aujourd'hui, les gens ne nous respectent pas. On est sous tutelle. On vient former nos militaires ici. Avant, c'est le Mali qui formait les militaires dans la sous-région. Quand vous avez des bilans comme ça, vous croyez qu'il faut nier et dire que tout était mauvais? C'est cette erreur qui nous a conduit là où on est. À la date d'aujourd'hui, tout ce que vous pouvez montrer à Bamako, les lieux de réunion, les palais de la culture, le CICB, la grande mosquée de Bamako, l'aéroport de Sénou, qui porte le nom de Modibo Keïta, tout cela, ça a été fait sous Moussa Traoré, le 3e pont de Bamako. Mais on est venu nier tout ça. L'université avait été créée en 89, même si on l'a détourné de son objectif. L'université qui était prévue, qui a été créée en 89, c'est une université décentralisée, où toutes les régions avaient des facultés. Vous avez l'Institut de mécanique et d'électricité à Kaï, l'Institut d'agriculture c'était à Sikasso, l'Institut d'élevage et de pêche c'était à Mopti, l'Institut d'architecture c'était à Gao, l'Institut des lettres et de philosophie c'était à Tombouctou, l'ENA devait être allé à Ségou. Comme ça, l'université participait au développement des régions et à la cohésion nationale. Tout cela, ça a été mis à l'eau. Donc, c'est des bilans, je pense, qui appartiennent à tous les Maliens, que nous avons tenu à défendre jusqu'à ce que l'État nous a donné raison aujourd'hui. Maintenant, le reste, là, on est dans le débat politique. Vous savez qu'on a été victime d'une grande propagande pendant près de 20 ans. Malheureusement, la vérité a rattrapé les menteurs. On a dit que oui, c'est pour ramener Moussa au pouvoir, c'est pour amener la dictature. Ça, c'est de la campagne contre nous, qui a pris la tête de beaucoup de Maliens. Et puis, on a généralisé la corruption et l'achat de conscience. Les votes, maintenant, ce n'est pas parce que les gens sont populaires. Vous croyez que les candidats qui sont toujours premier, deuxième, troisième au Mali, là, c'est parce qu'ils sont plus intelligents? C'est tous des partis qui sont sortis de l'ADEMA. Parce que l'ADEMA a pris le pays en otage depuis 92. Les ressources de l'État, l'administration, c'est dans leurs mains pendant 10 ans. Donc, naturellement, ceux qui sortent de ce moule-là, ceux qui ont les moyens de l'État, ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'idées. Moi, j'ai tous mes programmes de campagne depuis 2002. Tous les observateurs étrangers qui viennent, ils sont venus au siège de notre parti à la fin de la campagne pour dire qu'on a le meilleur programme. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas avec les idées qu'on élit les gens. Il y a l'argent, il y a la corruption, il y a l'appareil d'État. Mais les Maliens vont comprendre. Aujourd'hui, il y a des adhésions massives dans le MPR, massives. Des retraités, des étudiants, des hauts cadres. Tous les jours, on a des centaines et des centaines qui adhèrent au MPR parce qu'ils sont en train de comprendre. Moi, je me suis battu pendant près de 30 ans pour que la vérité éclate. Elle est en train d'éclater, on n'a pas changé de ligne. Sans être contre quelqu'un. Et vous ne m'avez jamais entendu dénigrer les gens à titre personnel, sauf si c'est dans
quand j'explique pourquoi je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. Vous avez vu quand ATT est tombé, tout le monde s'est précipité pour l'insulter. Personne ne m'a jamais entendu l'insulter. Mais j'ai des critiques contre lui. Et le jour où je le vais, je vais lui dire. Son erreur fondamentale, c'est que l'armée qu'il a trouvée, qu'elle a été détruite par son prédécesseur, il ne l'a pas réhabilitée. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Maintenant, le reste, on est en politique. Tous les hommes ont des défauts. Les gens vont continuer à vous dire beaucoup de choses sur moi. Mais il faut suivre les hommes. Vous qui avez l'avantage d'être des intellectuels, il faut que vous suivez les gens, que vous discutez avec eux et non pas vous laisser influencer par ce que les gens vont vous raconter dans les grains ou bien la propagande. Voilà vraiment ce que je voulais vous dire et vous remercier encore pour le débat. Ça a été très instructif pour moi parce que les questions même permettent de comprendre aussi les préoccupations des uns et des autres. Et je suis à votre disposition. Vous avez mon numéro. N'importe qui peut m'envoyer les messages qu'il veut ou les questions. Et vous pouvez aller sur YouTube. Vous mettez Choguel sur YouTube. Vous avez toutes mes interviews là-bas depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire avant de terminer, c'est vraiment vous remercier pour toutes les questions et surtout vous dire de continuer à vous battre. Le travail de sensibilisation que vous faites, certains d'entre vous peut-être ne l'imaginent pas, mais il va porter ses fruits tôt ou tard. Parce que c'est une génération consciente, des gens désintéressés qu'on n'achète pas avec 1000 francs, qui ne t'attendent pas des postes, c'est eux qui réfléchissent et c'est qu'ils vont faire l'avenir. C'est pourquoi, malgré mon état de santé, moi je me suis prêté à vos questions parce que je suis convaincu que des jeunes comme vous, l'organisation que vous dirigez, font partie de ceux qui vont faire l'avenir du Mali. Et nous, notre rôle, c'est vous donner les éléments d'appréciation, les outils d'éclairage pour vous éclairer la route et que vous fassiez votre propre jugement. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous remercier encore pour toute l'attention et les questions pertinentes que vous avez eu à poser. Et vous dire que je me tiens à votre disposition pour avoir une autre séance dans quelques semaines encore pour discuter de l'avenir du Mali. Merci beaucoup.